Qui n'a jamais connu l'exil ne peut pas comprendre les sentiments qui animent les enfants adoptés d'outre-mer. Faire table rase d'une mémoire sensorielle, d'une culture et de ce qu'elle draine au plus profond d'elle-même. Pas seulement la langue maternelle et ses implications psychiques, mais aussi toutes les représentations symboliques du monde qu'on se fait depuis l'intérieur du ventre de sa mère jusqu'à un âge avancé de la vie. Les nouveaux experts de l'adoption internationale qui pensent que cet héritage-là peut se négocier si l'enfant est retiré le plus tôt possible à sa famille biologique et à son pays d'origine, avant même que la parole ne vienne tout gâcher, en se frayant un chemin dans son esprit encore immature, tel le petit poussé semant des cailloux pour retrouver un jour sa maison. Ces experts se trompent. Et tous les adoptés adultes de retour dans leur pays natal, qu'ils viennent d'Asie, d'Afrique ou d'autres continents, le savent très bien. L'esprit peut accepter d'oublier le passé, le temps nécessaire à la survie, à la reprogrammation d'un nouvel individu, car il faut bien avancer, pas le choix, mais l'âme, et à travers elle le corps, reste attaché à la terre de naissance, à l'endroit, à la région, au quartier précis où elle a tissé ses premiers liens avec l'extérieur. Alors on peut toujours écouter ce qu'ont à dire ces nouveaux experts de l'enfance remodelables qui ont examiné de près sur une longue période le comportement de dizaines de milliers d'enfants adoptés, comme je l'ai fait lorsque je suis venue à Londres en 2011 pour assister à ce fameux colloque intitulé « Comment renforcer le sentiment de sécurité de l'enfant dans sa nouvelle famille ?» rassemblant des professionnels de tout horizon déboussolés par la vague d'adoption qui s'abattait brutalement sur eux, ainsi que des familles d'adoptants inquiets par la tournure que prenait leur belle aventure, tous cherchant des réponses scientifiques au fait de pouvoir mieux prédire l'avenir de ces enfants, déracinés, puis reprogrammés. Ne valait-il pas mieux écouter les principaux intéressés, ceux et celles mêmes qui ont vécu cette expérience dans leur chair, pour se faire une idée de la marche à suivre ? Avant que je ne retourne pour la première fois en Corée, en 2001, je pensais comme beaucoup d'enfants coréens adoptés en France, que j'étais complètement française, puisque ma famille l'était, et aussi parce que je parlais et pensais uniquement en français. Mais à peine sortie de l'avion qui m'avait transportée depuis l'aéroport Charles de Gaulle jusqu'à Incheon, j'ai tout de suite senti mon corps se souvenir de l'air qu'il avait respiré, étant plus jeune. Des odeurs, des couleurs, de la sensation, non pas de découvrir un nouvel univers, comme c'est le cas de nombreux touristes étrangers qui mettent pour la première fois les pieds en Corée, mais de redécouvrir ce qui ne m'avait en réalité jamais quitté. Les souvenirs d'enfance de cet autre individu sont remontés à la surface à une telle vitesse qu'il m'était tout à fait impossible de comprendre ce qui m'arrivait sur le coup. J'avais 27 ans à l'époque et j'étais venue étudier le coréen à l'université de Yonsei pendant 6 mois. Et durant tout ce temps, je me suis sentie quelqu'un d'autre, une personne qui pensait, vivait, ressentait les choses autour d'elle, comme si ces choses avaient toujours fait partie d'elle. Difficile de comprendre, alors imaginez un poisson, génétiquement modifié pour survivre à l'air libre, qui retourne dans l'eau. Vous vous doutez bien que cette expérience ne le laissera pas indifférent. Et si c'était le cas, ne le trouveriez-vous pas un peu monstrueux, cet être hybride ? En 2001, lorsque je regardais sur les écrans télé coréennes s'effondrer les 2 tours du World Trade Center, je me disais en moi-même, comment vais-je bien pouvoir revenir en France avec cet inconnu qui me colle à la peau et qui n'acceptera pas si facilement un deuxième déracinement. Mais rester en Corée 2 ans de plus, car l'université de Yonsei me le permettait, en me versant gracieusement une bourse d'études, me semblait trop risqué à ce stade.
Je n'avais en effet aucun contrôle sur cette petite fille qui venait de naître sous mes yeux et qui ne demandait qu'à rattraper le temps perdu. Je ne me sentais pas à la hauteur de pouvoir la prendre en charge, car j'avais laissé mes propres démons en France. Une vie tumultueuse de couple bancal, une vie professionnelle, précaire et instable. Je n'avais pas réussi à m'affirmer en tant qu'adulte là-bas. Alors, comment j'aurais pu rester en terre inconnue avec cet enfant-là sur les bras? C'était au-dessus de mes forces. C'est pourquoi j'ai décidé de rentrer en France après 6 mois, avec elle, et tant pis pour la bourse. Je devais reprendre les choses en main. Qu'est-ce que j'avais fait de tout ce temps, à part éviter la question la plus importante de toute ma vie? Qui suis-je réellement? Je savais ce que la France avait voulu que je devienne. Une jeune femme bien éduquée, sage et pleine d'avenir. Mais face à cet enfant rencontré en Corée, qui était tout le contraire de moi, insouciante, rebelle et complètement extravertie, il a bien fallu pour moi sortir de ce miroir déformant et me résoudre à l'évidence, accepter de vivre pleinement avec ce passé-là. Cette enfant orpheline qui avait continué de grandir au loin, sans moi, comptant chaque jour le moment où je pourrais enfin lui tenir la main et lui dire, les yeux dans les yeux, qu'elle n'est plus seule et que j'ai arrêté de lui tourner le dos. Ça a pris du temps, beaucoup de temps, avant qu'elle ne comprenne ce que signifie le mal du pays. Mais un jour, en venant en Suisse rencontrer dans le cadre de mes recherches une Coréenne adoptée devenue chamane, j'ai pu enfin mettre des mots sur cette période confuse de ma vie. Les paroles de la chamane, pleines de bienveillance, m'ont éclairée. Mais non, tu ne souffres pas de schizophrénie. Mais ton âme est cassée, et depuis ton premier voyage en Corée, elle cherche à se reconstruire. Ne t'oppose pas à elle, car tu n'en ressortirais que plus brisé. Laisse-la faire son chemin, et tu finiras par guérir et trouver la paix. Évidemment, les experts de l'adoption internationale qui n'ont pas vécu cette épreuve de feu dans leur chair écarteront ce type de retour d'expérience, jugé un peu trop fantaisiste. Mais qu'à cela ne tienne, je suis convaincue que la connaissance de la terre natale est une précondition du bien-être des enfants adoptés. Essayer de la faire oublier à tout prix, c'est comme lancer un boomerang dans le vide et prier pour qu'un jour, il ne revienne jamais en pleine figure. Si on se réfère aux cartes géographiques coréennes datant du XVIe et XVIIe siècle, l'espace coréen se présente d'abord comme un territoire homogène et avantagé par sa géographie. En effet, les mers bordent plus de la moitié de ses frontières. La péninsule coréenne ressemble, sur les premières cartes, à un rectangle vertical, compact, rappelant le profil d'un lapin, dont les grandes oreilles sont raccordées à la Chine. Le lapin tourne le dos aux îles japonaises qui se trouvent à l'est. Les premières cartes de la Corée révèlent les rapports privilégiés qu'entretenaient les Coréens avec la Chine. Une longue frontière terrestre de plus de 1300 km située au nord de la Corée rendait fluides les échanges entre les habitants de la péninsule et ceux du reste du continent, contrairement au Japon, qui était plus isolé avec la mer de l'Est et avec qui la Corée menait des rapports plus sporadiques. Les premiers cartographes coréens dessinent ainsi l'archipel japonais avec des contours
évasif et des dimensions qui ne correspondent pas vraiment à la réalité? Est-ce que ces manques de précision trahissent le désintérêt des Coréens pour leurs voisins d'outre-mer? Je pense plutôt que ces géographes essayaient de valoriser, à travers ces premières représentations, l'idée d'uniformité territoriale de la Corée. Les cartes de la Corée datant du XVIIe siècle ont de surcroît le souci de bien faire apparaître son patrimoine maritime en représentant des îles comme celle de Jeju, l'île la plus importante de la Corée située au sud-ouest à une centaine de kilomètres de la péninsule, ainsi que des îlots tels que Ulung et Dok présents dans la mer de l'Est. Sans outil de mesure précis, les premières tentatives de cartographier la Corée restent à ce titre assez subjectives. Il faudra attendre le XIXe siècle pour voir apparaître d'autres configurations de la Corée, notamment sur des cartes étrangères qui représentent le territoire de manière plus objective. Parmi ces cartes figure celle japonaise, où la Corée est dessinée dans des dimensions calculées à partir d'une échelle précise, respectant ainsi mieux les proportions entre les deux territoires, de même que les géographes occidentaux de la même période respecteront également les proportions et les bonnes distances qui existent entre la Corée et ses pays voisins. Sur les cartes plus modernes, des noms de lieux sont reportés en langue étrangère, en chinois, en russe, en japonais ou bien même en latin, preuve de l'intérêt croissant que suscite la Corée sur tout le globe. À cause de ses frontières maritimes, la péninsule apparaît toujours sur les cartes comme une forme repliée sur elle-même, mais les tracés plus nets font ressortir les grandes chaînes de montagnes au nord, les vastes plaines au sud et les nombreux cours d'eau arrosant l'entièreté du territoire. Les Européens peuvent ainsi précisément localiser la Corée sur le globe terrestre grâce aux outils de mesure scientifique de l'époque. En France, la Société de géographie envisage d'explorer le Nouveau Monde et établit dans cette optique de dessiner des cartes qui mêlent à la fois les enjeux scientifiques et les intérêts militaires. La Corée est située entre les 33 et 43 latitude nord et entre les 123 et les 131 longitude est peut ainsi facilement être localisée. Les cartes européennes datant du XIXe siècle et du début du XXe siècle mettent ainsi clairement en avant la position géographique avantageuse du système de défense coréen. D'autre part, les fouilles archéologiques permettent aujourd'hui de connaître les origines du peuple coréen et comprendre toute la genèse de ce pays devenu au fil des siècles un territoire uniforme. Les Coréens sont issus de 3 groupes d'individus, les Choson, les Ye et les Mek, 3 tribus provenant de Mandchourie, une région située en bordure de l'actuelle frontière terrestre nord-coréano-chinoise. Je cite: « Au seuil de l'âge du fer, il existait dans la Mandchourie du sud et au nord de la Corée 3 ethnies principales, les Choson, les Ye et les Mek. À propos des Choson, nous ne savons pas encore d'où ils sont partis pour s'installer finalement au plus tard, au IVe siècle avant Jésus-Christ, dans une vaste région près de l'embouchure du Liaoho de la Mandchourie du sud. Ce peuple fut, parmi les 3 ethnies mentionnées ci-dessus, le premier à connaître l'usage du fer, sans aucun doute grâce à son territoire avoisinant celui de la Chine. Les Ye, qui semblent avoir été les usagers de la poterie décorée à motifs géométriques, sont partis vraisemblablement du Baïkal pour arriver au cœur de la Mandchourie, en passant par la Mongolie intérieure et aussi par le Hopei de la Chine septentrionale. Quant aux Mek, la route de leur migration pourrait être tracée ainsi. Partis également du Baïkal, ils arrivent au 7e siècle avant Jésus-Christ au Shenxi et dans le Hopei, puis au 7e siècle au Changxi pour se heurter finalement en Mandchourie centrale aux Ye. L'arrivée respective des Ye et des Mek dans cette région reste à déterminer.
Mais nous devons rappeler que ces derniers sont parvenus à fonder un pays appelé Puyo, Fuyo encore en chinois, aux environs de Nonghan et de Changshuwen, au nord-est du Taitse et du Suzhe, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, selon notre estimation. Les Ye durent alors quitter cette région pour se diviser en 3 branches. La première restera sur place pour se mélanger de manière à former une nouvelle ethnie, connue dans l'histoire sous le nom de Yemek. La deuxième se déplacera en direction du sud-est pour s'établir au nord-est de la péninsule, où elle sera appelée Tongye. La troisième, sans doute la plus nombreuse, ira vivre au bord des 2 fleuves déjà cités. Tourmentée par les agissements de Puyo, cette dernière branche finit par se mettre sous la protection de l'État de Choson. Dans la partie méridionale de la péninsule, il existait, bien avant l'introduction de l'usage du fer, des habitants qui sont connus traditionnellement sous le nom de Han. Les Han sont formés d'un mélange d'indigènes méridionaux et d'hommes qui descendirent du nord de la péninsule. Fin de citation. Le mélange ethnique de la Corée ancienne s'est réalisé au prix de nombreuses guerres de conquête des territoires qui recouvrent toute la péninsule. La question de la survie se posait surtout pour les tribus sédentaires situées dans la partie sud qui se sentaient isolées du reste du continent à cause des clans situés à proximité de la frontière mandchoue. La période des 3 royaumes qui s'étend du 1er au 7e siècle après Jésus-Christ est ainsi marquée par des luttes qui mettent en jeu l'avenir de Shilla, Baekje et Goguryeo, les 3 royaumes enclavés par la mer. L'uniformité de la péninsule coréenne à travers l'unification sous Shilla du 8e siècle au 10e siècle de tout peuple présent à l'intérieur des terres permettra par la suite aux régents coréens de la dynastie de Goryeo de 1918 à 1392 de renforcer partout sur leur territoire le système de défense militaire et lutter activement contre les invasions terrestres qui se multiplient à partir du début du XVIIIe siècle. Je cite. L'année 1231 correspond à la 18e année du règne du roi Kojong. Cette date marque aussi le début d'une guerre de 30 ans entre Mongols et Coréens. Ogudai Khan, successeur de Gengis Khan, dépêche vers Goryeo un corps expéditionnaire puissant commandé par Sartaq. Au printemps, l'armée mongole franchit le Yalu et s'empare de la forteresse de Hamshim, près de la ville frontière Juju, puis celle de Cholju, dont le commandement se suicide après avoir tué tous les membres de sa famille et incendié sa maison. Le roi de Corée envoie les généraux Pak So et Kim Gyeong-sok à la tête d'une armée importante qui s'enferme dans la forteresse de Gusong. Elle est rapidement attaquée par les Mongols, mais n'arrivant pas à s'en emparer, ceux-ci levèrent le siège et marchent sur Kwakju et Sonju. Les troupes mongoles, renforcées par les contingents du Duché, franchissent le fleuve Taedong et, grâce à une attaque nocturne, s'emparent de Pyeonju. Toute la population est massacrée, et tous les animaux aussi. Les troupes mongoles, commandées par le général Podo Chukwu et Tango, arrivent devant Kyeongwon, la capitale, et pour se ravitailler ravagent la campagne environnante. Le roi de Corée envoie des émissaires demander la paix et offre des présents au général Sartaq. Malgré l'arrivée à la cour d'émissaires d'Ogodei, les troupes mongoles envahissent la province de Chungcheongdo et la mettent à sac. Les troupes coréennes sont défaites par la cavalerie de Sartaq. Kyeongwon est prise. Par contre, devant Kuju, les Mongols subissent un nouvel échec. La défense de la ville est organisée de façon si remarquable qu'un vieux général mongol plein d'admiration déclare que tout au long de sa carrière, il n'avait jamais vu pareille résistance. Fin de citation. Parallèlement aux invasions mongoles, la Corée est également sujette à des actes de piraterie en pleine mer. Les attaques les plus redoutables sont menées par les Waku ou pirates japonais qui assaillent au large les bateaux marchands coréens et n'hésitent pas non plus à avancer à l'intérieur des terres côtières pour piller les greniers coréens. À partir de Goryeo, donc de 918 à 1392, l'uniformité géographique de la Corée attire immanquablement la convoitise des grandes puissances
qui voit à travers ce bras de terre une possibilité d'expansion est-ouest. Actuellement, il existe deux types de cartes contemporaines de la Corée, entière, restituant dans son ensemble l'uniformité géographique, ou bien divisée, rappelant l'impact de la guerre froide sur l'histoire des relations intercoréennes. Malgré sa petite superficie, 221 000 km², qui représente environ la moitié de la France métropolitaine, le territoire coréen, vu dans son ensemble, cumule des avantages en nature qui profitent à l'ensemble de la population concentrée majoritairement dans la partie sud. Certaines cartes de la Corée datant de 1994, qui décrivent en détail l'organisation de l'espace coréen, soulignent ces atouts que forme la grande chaîne de montagnes qui longe toute la côte est, telle une muraille qui se dresse contre les vents venus du large. Cette colonne vertébrale protège ainsi les plaines qui se trouvent plus à l'ouest, assurant le bon rendement des récoltes des produits céréaliers répartis plus au sud. L'agriculture coréenne bénéficie en effet d'un climat plus tempéré dans la partie sud, qui tranche avec les températures négatives des régions situées au nord, bien que les montagnes coréennes restent une source d'activité importante au nord. Les représentations de la Corée divisée accentuent par conséquent à la fois la répartition inégale des activités économiques coréennes et l'interdépendance nord-sud qu'il y avait avant la guerre froide. Les montagnes coréennes rassurantes deviennent à ce titre des traits d'union entre les deux Corées, à défaut de symboliser comme dans le passé l'uniformité d'un territoire. Après le XIXe siècle, la Corée ne se distingue donc plus seulement par sa géographie, et les missionnaires occidentaux l'ont très vite compris en s'intéressant au système de cohésion sociale de la Corée, des croyances religieuses empreintes de toutes sortes de superstitions.